Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Zoom Sur, consacrée à la sensibilisation aux droits humains et à la lutte contre la corruption en Mauritanie. Quel rapport, diront certains, mais on sait qu'une corruption généralisée affaiblit les structures responsables de la protection des droits de l'homme, contribuant ainsi à l'impunité et empêchant l'application de la loi. Notre émission de ce soir, vous l'avez compris, va explorer les différentes initiatives mises en place pour sensibiliser la population mauritanienne sur les droits humains et à la lutte contre la corruption, ainsi que les défis rencontrés dans la mise en œuvre de ces actions. Pour débattre de ce sujet, je reçois sur mon plateau ce soir M. Cheikhna Kouaita, qui est directeur de la promotion des droits humains à la Commission nationale des droits de l'homme. Bonsoir et bienvenue. À mes côtés également, M. Mohamed Abdallah Bilir, qui est président de l'Observatoire mauritanien de lutte contre la corruption. Bienvenue dans notre émission. Pour entrer dans ce vif du sujet, nous allons d'abord voir ce reportage de mon confrère Mohamed Ould Khattat qui a été fait le lundi dernier sur l'atelier relatif à ce sujet. L'atelier qui accueille des présentations et des conférences axées sur la lutte contre le phénomène de la corruption et ses dangers pour l'individu et la société en général est organisé par la Commission nationale des droits de l'homme en collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie et les commissions nationales de la francophonie pour les droits de l'homme. L'occasion pour le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Maître Ahmed Salm Bouhoubouni, de se réjouir de l'heureuse coïncidence de l'approbation par le gouvernement de la stratégie nationale de lutte contre la corruption qui sera bientôt mise en œuvre avec les grands progrès réalisés dans le domaine de la protection des droits de l'homme qui ont été reconnus par les organismes concernés au niveau interne et externe grâce aux efforts de toutes les structures nationales et particulièrement ceux de la Commission nationale des droits de l'homme. Cette concomitance, a-t-il dit, est le résultat de la volonté commune de toutes les structures publiques et des organismes nationaux indépendants de promouvoir les droits de l'homme et de lutter contre la corruption. Il a déclaré que la corruption signifie la perte des droits individuels et collectifs des citoyens en général, ainsi que des droits humains, sociopolitiques, économiques et culturels en particulier. Il a appelé tous les partis politiques, la société civile, les médias et les organisations syndicales, en coopération avec nos partenaires au développement, d'appuyer fortement les efforts engagés en faveur de la protection des droits de l'homme et de la lutte contre la corruption. De son côté, le rapporteur spécial des Nations Unies, secrétaire général des commissions de la francophonie pour les droits de l'homme, M. Michel Forst, a remercié les autorités mauritaniennes, les partenaires et l'Organisation internationale de la francophonie pour leurs efforts dans la lutte contre le phénomène de la corruption. Il a souligné qu'il existe un lien étroit entre la corruption et les droits de l'homme et que cet atelier permettra à la Mauritanie de lancer une initiative de lutte contre la corruption qui renforcera la transparence et combattra ce phénomène à l'avenir. Pour commencer, M. Kouaita, vous allez nous parler de cet atelier, à quoi il a servi, comment il a été organisé et pourquoi il a été organisé. L'atelier de sensibilisation sur les droits, l'atelier de sensibilisation sur la corruption et les droits humains est important car la corruption, constitue une entrave à la jouissance des droits de l'homme, qu'ils soient des droits économiques, sociaux et culturels. À titre d'exemple, si on doit par exemple construire une quinzaine d'écoles et qu'on n'arrive pas à atteindre l'objectif à cause de la corruption, dans ce cas, on va dire que c'est le droit à la santé qui a été affecté. Ensuite, quand on veut construire 10 hôpitaux et qu'on arrive à construire seulement 4 ou 5, on va conclure que c'est le droit à la santé qui a été affecté. Donc, dans ce cas, la corruption a un impact négatif sur la jouissance des droits de l'homme.
C'est dans ce cadre que la Commission nationale des droits de l'homme a initié cet atelier de sensibilisation avec l'appui de l'Association francophone des commissions nationales des droits de l'homme, dont nous sommes le vice-président, et l'Organisation internationale de la francophonie, qui est notre partenaire clé dans cette action. Monsieur Bedi, à propos de cet atelier? Oui, cet atelier couronne de longs efforts de concertation et d'échange entre moi, personnellement, et la Commission nationale des droits de l'homme, qui était d'ailleurs un témoin. Depuis une année, j'ai fait un plaidoyer auprès de la Commission nationale des droits de l'homme, notamment auprès de son président, pour organiser une action de lutte contre la corruption qui est en fait le domaine de l'intervention de l'Observatoire mauritanien de lutte contre la corruption que je préside. Et à l'issue de ces concertations, le président de la commission a pu obtenir l'assistance, l'aide de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et de l'Association francophone des commissions nationales des droits de l'homme. Et nous avons convenu d'organiser une activité sous forme d'atelier qui s'est d'ailleurs par la suite s'est transformée en une journée de réflexion et de sensibilisation. L'objectif était de montrer les liens étroits entre la lutte contre la corruption et la protection et la défense des droits humains. Koïta en a parlé. Les droits humains sont des droits inaliénables, c'est des droits légitimes, c'est des droits sacrés, parce qu'ils garantissent et assurent la survie de l'individu, son développement sur le plan économique, son progrès sur le plan social, son épanouissement sur le plan culturel. Elle assure et garantit ses droits civils et politiques. Et donc, tout doit être fait pour protéger, pour garantir, pour assurer ces droits humains. Et pour les assurer, il faut des moyens, il faut mobiliser des ressources. Et ces ressources doivent être bien gérées. Leur gestion doit être... Excusez-moi de vous interrompre, mais cela nous amène à définir c'est quoi la corruption. Exactement, la corruption, c'est quand on détourne des ressources, des biens, des moyens financiers qui devaient être consacrés à réaliser des infrastructures ou et qui sont détournés ailleurs. C'est quand les ressources affectées ne sont pas gérées rationnellement. C'est quand, parmi ces ressources, on essaye d'économiser ou d'en profiter ou de s'en servir pour un intérêt personnel ou l'intérêt d'un clan ou l'intérêt d'une famille ou un intérêt quelconque qui n'est pas l'intérêt collectif. Lutter contre la corruption, c'est consacrer toutes les ressources pour remplir, pour assurer les besoins escomptés, pour les besoins dont on a, qui sont programmés. Elle prend plusieurs formes. Elle est passive, elle est négative, elle est grande, elle est petite. On parle de la grande corruption, de la petite corruption, de la corruption directe, de la corruption indirecte.
on confond dans le concept corruption les détournements, la mauvaise gestion, les commissions, les bahshish, etc., etc. C'est un ensemble de pratiques néfastes qui entravent le développement économique, qui entravent le progrès du pays, qui affectent négativement la réalisation des programmes et des projets, la réalisation des politiques et des stratégies, parce que ces ressources, au lieu d'être toutes consacrées à cette mission, serviront des intérêts égoïstes, des intérêts individuels, des intérêts non collectifs. Il y a différentes conceptions. On va tout de suite avoir le point de vue de M. Koïta sur la notion de corruption. Monsieur, c'est-à-dire moi, concernant ce débat, le président a donné des instructions. Moi, je suis là, c'est pour... C'est-à-dire que je n'ai pas tellement assisté à l'atelier. Je suis là, c'est pour présenter la CNDH dans ses différentes formes. À chaque fois que je prends la parole, c'est pour parler de la Commission nationale des droits de l'homme. Je présente la quoi. C'est l'occasion de nous parler de la Commission des droits de l'homme, de faire une présentation. D'accord. Si, je vous écoute aussi. Régie à présent par la loi organique numéro 2017/016 du 5 juillet 2017, fixant sa composition, son organisation et son fonctionnement, la Commission nationale des droits de l'homme est parmi les 6 institutions constitutionnelles de l'État. Il s'agit du Conseil constitutionnel, de la Cour des comptes, de la Haute Cour de justice, du Conseil économique, social et environnemental, du Haut Conseil de la Fatha et des recours gracieux, et enfin la Commission nationale des droits de l'homme. Voilà les 6 institutions qui ont été érigées au rang des institutions constitutionnelles de la République. Je vous remercie. Monsieur Billy, vous pouvez continuer. Oui, je reviens sur la corruption. La corruption tourne autour d'un service. Ce service a un détenteur et il a des demandeurs et des bénéficiaires. Si le détenteur de ce service essaye de monnayer ce service, en contrepartie d'un intérêt, c'est ça, c'est une forme de corruption. Si le demandeur ou le bénéficiaire se trouve obligé de verser une commission pour bénéficier de ce service, il y a corruption. Si au niveau plus important, il y a un marché d'infrastructures, il y a des programmes à réaliser et à qui on a alloué des services, si les gens à qui on confie la responsabilité de conduire cette opération essayent de grignoter sur les fonds qui sont alloués, il y a corruption. S'il y a un intermédiaire entre le détenteur du service et le demandeur, les bénéficiaires du service, pour que ce service soit offert, il y a corruption. Quand le responsable, le gérant, l'ordonnateur des budgets essaye d'utiliser les fonds qui sont alloués à un programme donné, il essaye de les utiliser pour autre chose, ça c'est aussi de la corruption. La corruption, elle prend plusieurs formes, comme je l'ai dit. Si c'est le corrupteur qui verse, c'est une corruption active. Si c'est le corrompu,
le détenteur des services qui reçoit, c'est une corruption passive. Si elle concerne les petits montants, comme on en a parlé tout de suite, les services qu'on règle tous les jours, qui sont quotidiens, c'est la petite corruption. S'il s'agit des grandes commissions, de grands avantages sur des marchés, ça c'est la grande corruption. Monsieur Blil, est-ce qu'il y a un moyen de contrôler, de savoir est-ce qu'il y a eu corruption ou pas? Quels sont les moyens dont dispose l'observateur aujourd'hui, par exemple, pour savoir, est-ce que vous avez le droit de rentrer dans une entreprise ou de savoir, vous avez des passe-droits, vous avez le moyen de rentrer, de surveiller, de voir est-ce qu'il y a eu corruption ou pas? La lutte contre la corruption, elle repose sur des règles, sur des normes. Elle a des outils, elle a des mécanismes. Ce n'est pas de la bagatelle. Parce que c'est une opération, c'est une action qui vise un objectif très important. Et on ne s'y prend pas à la légère. Mais les stratégies internationales et les stratégies nationales tiennent à définir ces outils et ces mécanismes. Et les acteurs de lutte contre la corruption doivent se familiariser avec ces outils et ces mécanismes pour mener une action qui aura de l'impact, qui peut atteindre... Il y a la dénonciation, naturellement, mais il y a surtout l'enquête. Il y a à chaque niveau de pouvoir, à chaque niveau de compétence, il y a des moyens définis. Par exemple, pour le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, il dispose d'agences de contrôle, d'institutions de contrôle et d'inspection. On en parlera sûrement, comme la Cour des comptes, comme l'Inspection générale d'État, comme, etc., les autorités de régulation des marchés. Pour le pouvoir judiciaire, il y a les cours et tribunaux. Pour le Parlement, il y a les commissions spécialisées, les commissions d'enquête parlementaire, dont on parle aujourd'hui assez fréquemment, qui est à l'ordre du jour. Mais il y a d'autres institutions non conventionnelles, mais dont le rôle est incontournable, est essentiel, comme la société civile, comme les médias, comme les syndicats, comme les partis politiques. Eux aussi, ils ont des mécanismes et des outils. Pour la société civile, quel est l'outil approprié pour dénoncer ou pour traquer? C'est ce qu'on appelle le CCAP, le contrôle citoyen de l'action publique. Et il a des critères, il a des règles, il a des mécanismes. Pour les médias, pour votre métier, notre métier tous d'ailleurs, parce que je suis journaliste aussi, c'est le journalisme d'investigation. Pas le journalisme d'information, ni même le journalisme de révélation, qui est assez proche de l'investigation, mais l'investigation. C'est-à-dire, et l'investigation repose sur 4 piliers. Il y a 4 genres journalistiques qui constituent le journalisme d'investigation. C'est l'enquête, le grand reportage, c'est l'interview, c'est le portrait. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est que dans le journalisme d'investigation, il y a d'abord l'enquête, il y a l'impartialité, il y a l'équilibre. Vous vous adressez à toutes les parties. Vous allez au fond des choses. Vous essayez de convaincre. Comment convaincre? Convaincre avec les données, avec les chiffres, avec les faits, avec les témoignages.
Voilà, donc, nous, société civile, ce que nous pouvons faire, c'est la sensibilisation, c'est la dénonciation, c'est le contrôle citoyen de l'action. Qu'est-ce que c'est le contrôle citoyen de l'action? En résumé, parce que c'est trop long, c'est que, par exemple, s'il y a un service public, s'il y a une infrastructure, comme la télévision, par exemple, si on construit la télévision, si on construit une radio, nous devons, de notre devoir, d'aller voir si cette radio, ou cette télévision, ou cette école, ou ce dispensaire répond aux critères qui sont dans les cahiers des charges. Et est-ce que d'ailleurs les critères qui sont dans les cahiers des charges répondent aux besoins des populations? On va vérifier le coût, on va vérifier la qualité, on va vérifier l'opportunité, on va vérifier la pertinence. C'est-à-dire on va appliquer toutes les règles de l'évaluation, toutes les règles de l'enquête. Et ainsi, on peut faire un rapport. Et surtout, on peut dénoncer les failles et faire des propositions pour mieux redresser les choses. On va associer M. Koïta. Oui. La Commission nationale des droits de l'homme est dotée d'un large mandat en matière de promotion et de protection des droits humains. C'est ce qu'on appelle les prérogatives transversales de la CNDH. Je m'explique. C'est-à-dire que la Commission nationale des droits de l'homme partage avec les autres institutions qui interviennent dans le domaine des droits de l'homme leur domaine. À titre d'exemple, la Commission nationale des droits de l'homme partage avec la HAPA la liberté d'expression. Elle partage avec l'Observatoire national des droits des femmes et des filles la thématique portant sur les droits de la femme. Elle partage avec le mécanisme national de prévention de la torture la thématique portant sur la torture. Bref, la Commission nationale des droits de l'homme partage avec les institutions qui sont concernées par les questions des droits de l'homme leurs prérogatives. La Commission a un mandat très large qui inclut les droits civils et politiques concernant le droit à la liberté de penser, à la liberté d'opinion, à la liberté d'association. Et elle touche aussi les droits économiques, sociaux et culturels qui comprennent le droit à l'éducation, à la santé, à la protection sociale, à l'eau potable, à un logement décent. Voilà résumé les prérogatives et les domaines d'intervention de la Commission nationale des droits de l'homme. Je vous remercie. On va demander donc à Billy de continuer Oui. à propos de Donc, mécanisme. non, c'est dire que la lutte contre la corruption, c'est un devoir, mais c'est une tâche délicate. Parce que l'enjeu, c'est quoi? C'est surtout ça. C'est la preuve. C'est la preuve. Vous ne pouvez pas indexer ou dénoncer ou incriminer quelqu'un en l'absence d'une preuve. Il y a également la loi, il y a la réglementation, il y a l'éthique, il y a un ensemble de normes, un ensemble de règles qu'il faut respecter pour être crédible, pour convaincre, pour être efficace. Mais toutes les stratégies, nationales ou internationales, définissent toutes ces règles et définissent les rôles de chaque institution. La Convention des Nations Unies contre la corruption, la CNIC, qui est la référence standard, elle ne définit pas la corruption, mais elle définit les sanctions des actes de corruption. Et elle définit le rôle de la société civile, le rôle des médias,
le rôle du pouvoir exécutif, le rôle du pouvoir exécutif. La stratégie nationale de lutte contre la corruption que la Mauritanie a adoptée le 9 décembre 2010 et qu'elle vient d'actualiser et qui vient d'être adoptée il y a seulement 2 mois. D'ailleurs, Koïta a révélé que le président de la Commission nationale des droits de l'homme, en ouvrant l'atelier, s'est réjoui de la coïncidence de l'organisation de l'atelier sur la corruption avec l'adoption par le gouvernement de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Et donc, cette lutte aussi, c'est l'affaire de tous. Et puisque c'est l'affaire de tous, chacun doit y apporter, selon son domaine, doit lutter contre la corruption, selon son domaine de compétence, selon son domaine d'intervention, et créer ainsi une synergie entre les différentes institutions à travers leurs différents rôles et leurs différentes perspectives pour aboutir à une action majeure, à une action pertinente, parce que la corruption est un fléau. Avec la corruption, on ne peut pas, il n'y a pas de développement. Avec la corruption, il n'y a pas de progrès. Et c'est un constat au niveau international. Aujourd'hui, l'humanité tout entière souffre de la corruption. Et la corruption, aujourd'hui, est la priorité des priorités, à tous les niveaux. Et elle existe dans tous les pays, et notamment dans les pays, soi-disant, les plus développés, les pays les plus avancés. C'est là où il y a les plus grandes corruptions à des échelles extraordinaires. Extraordinaires. Au niveau de la Corée, au niveau du Brésil, au niveau en France. En France, ces 2 dernières décennies, presque tous les responsables, en tout cas plusieurs responsables de haut niveau, des présidents, des premiers ministres et des ministres, ont été impliqués dans des actes de corruption. C'est dire qu'aucun pays n'est à l'abri de la corruption. Nous, ici, on en souffre, on en pâtit, naturellement, parce que nous avons besoin de nos ressources, parce que nos ressources, leurs rendements sont encore limités, parce que nos besoins sont nombreux, etc. Mais nous ne sommes pas les seuls à souffrir de la corruption. Et la corruption n'est pas notre seule... Monsieur Billy, laissez-moi vous dire que si nous ne sommes pas les seuls à souffrir de la corruption, cela ne justifie pas la corruption quand même. Pas du tout. Loin de là. Loin s'en faut. Non, mais c'est pour dire combien ce fléau est ravageur, et néfaste et destructeur. Et d'ailleurs, c'est un crime transfrontalier, comme la drogue, comme le trafic des personnes, parce que s'il y a corruption dans un pays partenaire, les 2 parties vont souffrir. Nous traitons avec des multinationales. Nous traitons avec des bureaux d'études. Nous traitons avec des consultants. Nous traitons avec... s'il y a corruption chez eux, ça va nous affecter parce qu'ils vont nous exporter cette corruption. Cette corruption va nous affecter parce qu'ils travaillent sur notre sol, ils travaillent avec nos moyens. Monsieur Koïta, allez-y. La Commission nationale des droits de l'homme est un organe consultatif qui donne des avis sur les questions, qui donne des avis au Parlement et au gouvernement sur les problèmes de l'heure en relation avec les droits de l'homme et qui formule des recommandations et des propositions y afférentes. À cheval entre les administrations concernées par les questions des droits de l'homme et les ONG des droits de l'homme, la Commission nationale des droits de l'homme s'enquiert de la situation des droits de l'homme pour les transmettre au gouvernement en tant que conseiller et partenaire.
En plus, la Commission nationale des droits de l'homme sert de croix de transmission entre le gouvernement et le système international de protection des droits humains, en ce sens qu'elle contribue à l'élaboration des rapports nationaux que le gouvernement doit présenter aux organes de traité et à l'examen périodique universel. En ce sens aussi qu'elle présente un rapport parallèle aux organes de traité et à l'EPI sous forme de contribution. Elle présente, c'est-à-dire elle intervient aussi dans les sessions des organes de traité et de l'EPI à titre d'institution ayant le statut A. Elle assure aussi le suivi des recommandations de l'EPI et des organes de traité pour leur mise en œuvre. Enfin, elle veille à ce que le gouvernement mette en œuvre les recommandations des organes de traité et de l'EPI avant la tenue des prochaines sessions. Je vous remercie. Monsieur Bilil, Je voudrais quand même revenir un peu sur le sujet qui est l'atelier. Oui, parce que quand nous avons convenu d'organiser l'atelier, nous avons essayé de concevoir le format et le contenu. Donc nous avons dit on va organiser un atelier d'une journée ou une journée de sensibilisation. Mais quel sera le contenu? Nous avons convenu au cours de cet atelier d'abord de cibler, de définir le public cible. Le public cible, c'est les représentants de certaines entités publiques concernées par la lutte contre la corruption, les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la bonne gouvernance, la transparence et la lutte contre la corruption, les journalistes d'investigation et certaines personnalités indépendantes, notamment des chercheurs préoccupés par la problématique de la corruption en Mauritanie. Et nous avons dit que nous allons passer en revue l'arsenal juridique et réglementaire de lutte contre la corruption en Mauritanie. Quelles sont les lois, quels sont les décrets d'application, etc., etc. Et nous allons aussi exposer les grandes lignes et les grands axes de la stratégie nationale de la lutte contre la corruption. Et nous avons lancé une enquête de perception de la corruption en Mauritanie. Une enquête dont les résultats ont été présentés au cours de l'atelier. Absolument. Cette enquête s'est faite sur la base d'un formulaire que nous avons envoyé à des échantillons. Et nous avons organisé des focus group et nous nous sommes aussi référés à des études sociologiques et anthropologiques qui ont été faites sur la corruption en Mauritanie. Et plus important, d'ailleurs plus actuel, c'est que la nouvelle stratégie, la stratégie de lutte contre la corruption qui vient d'être adoptée, elle-même, elle fait un constat net et clair, détaillé sur l'état de la corruption en Mauritanie. Et elle a montré du doigt les secteurs les plus exposés à la corruption en Mauritanie. Elle les a cités. Elle a également actualisé un sondage réalisé en 2009 par le PNUD qui montre aussi que la majorité des Mauritaniens estime que la corruption existe bel et bien en Mauritanie, dans tous les secteurs, ou presque, et à tous les niveaux. L'enquête que nous avons réalisée sur la perception de la Mauritanie a corroboré, en fait, presque les résultats de ces enquêtes et de ces études. Et sur ce plan, la stratégie est très claire. Et c'est une stratégie nationale. Je dis nationale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement gouvernementale. Elle a été élaborée par le gouvernement, mais selon une démarche participative
et inclusive. Tous les ateliers, toutes les rencontres, toutes les retraites qui ont été organisées depuis mars 2022 pour réaliser cette stratégie ont été des démarches participatives où il y avait tous les secteurs concernés, il y avait la société civile, il y avait les chercheurs et il y avait les partenaires techniques et financiers. Et donc c'est un constat général. Vous pouvez nous parler des recommandations d'ici. Est-ce que vous êtes sorti avec quelque chose de concret? Oui, bien sûr. Les recommandations, par Non, exemple. il y a même un plan d'action. Oui. Il y a un plan d'action de cette stratégie sur 2023-2030. Sur 7 ans. Il y a un plan d'action qui définit les activités qui vont être réalisées, qui définit les institutions, les mécanismes de contrôle et de suivi, qui définit les moyens nécessaires à mobiliser, qui définit les axes principaux, les axes prioritaires. C'est un plan d'action complet qui sera mis en œuvre selon les représentants du gouvernement, notamment le ministère de l'économie et du développement durable. Le plan d'action sera mis en œuvre bientôt. Et ce plan d'action aussi donne une place suffisante, une grande marge de participation à la société civile, aux médias, aux différentes institutions publiques, semi-publiques, privées, associatives, etc., etc., etc. Bon, l'atelier, on est sorti avec des recommandations. D'abord, on a fait un constat, un état des lieux à travers l'enquête. On a passé en revue la réglementation. Et c'était un expert de l'inspection générale d'État qui a fait l'exposé. On a on a exposé aussi les grandes lignes. C'est le directeur général adjoint des stratégies au niveau du ministère de l'économie qui est chargé du pilotage de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte. Donc nous avons choisi les personnes, les ressources vraiment qui travaillent sur cette problématique. Et puis nous avons naturellement débattu des résultats de l'enquête et nous sommes sortis avec les recommandations suivantes. C'est que, premièrement, publier un recueil des textes relatifs à la lutte contre la corruption. D'ailleurs, les textes ont été déjà rassemblés. Moi, je parle ici en tant que, non seulement parce que je suis en tant que président de l'Observatoire modérateur, mais le modérateur principal de l'atelier. J'ai assisté à son organisation, à son élaboration, à tout le processus depuis le début et la fin. Et l'atelier, j'étais le modérateur principal. Donc, il y aura un recueil des textes. Il y aura une structure, si vous voulez, un comité ou un groupe de concertation multi-acteurs qui va continuer la réflexion sur les perspectives à venir. Il y aura un suivi régulier de la part de la Commission nationale des droits de l'homme. Et il y a un appui, un accompagnement, d'ailleurs, qui nous a été promis, un engagement du représentant du secrétaire général de l'association francophone des commissions nationales des droits de l'homme et la chargée de mission aussi au niveau de cette association. C'est-à-dire que les institutions de la francophonie ont donné leur engagement à accompagner ce processus. Cet atelier n'est qu'une activité pilote. Donc il sera suivi par d'autres... sera suivi. Et ça a été un atelier de haut niveau parce que nous étions avec eux en Zoom
et ils ont suivi tout le déroulement de l'atelier. Ils ont suivi les présentations, les exposés et surtout les débats. Les débats étaient passionnés, étaient houleux, tellement le sujet était sensible, était préoccupant, était d'actualité, que nous avons eu de la peine, je vous le dis franchement, à 14h, 15h, on a eu de la peine à organiser, à convier les gens à la pause déjeuner. Tellement les participants étaient engagés dans leurs questions, dans leurs observations, dans leurs remarques. Tellement aussi les conférenciers étaient dans leur rôle que l'interaction, les débats, l'échange était très, très vif, très vif, très vif, très vif. Koïta. Je voulais un peu ajouter ce que vient de dire le modérateur. La corruption est une question de droits de l'homme. Elle interfère dans la jouissance des droits qui sont garantis par la législation nationale, les traités internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme. La corruption empêche les citoyens d'accéder à leurs droits fondamentaux. Elle affecte aussi négativement la disponibilité et l'accessibilité des services qui sont liés aux droits de l'homme. Elle sape le fondement de la démocratie et entrave les capacités des États à s'acquitter convenablement de leurs obligations en matière de droits humains. Bon, maintenant, la lutte contre la corruption requiert une action concertée, intégrée et coordonnée. C'est la raison pour laquelle la CNDH a décidé de la mise en place d'un cadre de concertation multi-acteurs qui sera chargé d'élaborer une feuille de route permettant à la CNDH de poursuivre ses actions de prévention et de lutte contre la corruption avec l'appui de nos partenaires techniques que sont l'Association francophone de Commission nationale des droits de l'homme et l'Organisation internationale de la francophonie. Ça, c'est mon point de vue. C'est ça, c'est là, justement, les recommandations de l'atelier, comme je vous l'ai dit. Bon, en plus de cela, je vais continuer avec les actions de la CNDH. Bon, comme vous le savez, la Commission nationale des droits de l'homme organise des activités de sensibilisation, des caravanes de sensibilisation. Elle visite les lieux de privation de liberté, c'est-à-dire les prisons, les commissariats de police, les brigades de gendarmerie et les brigades de mineurs. Il a fait un rapport sur la justice. Elle a fait un rapport sur la justice et actuellement elle est en train de faire un rapport sur la santé. Ces rapports sont remis au président de la République et au président de l'Assemblée nationale et ils sont débattus au Parlement et rendus publics. Bon, maintenant, concernant l'élaboration de nos rapports, nous avons opté pour une approche classique. C'est-à-dire, nous présentons d'abord les avancées réalisées par l'État. Ensuite, nous soulignons les défis et nous formulons des recommandations pour corriger les lacunes. Je vous remercie. Bon, parmi aussi les résultats tangibles de cet atelier, c'est d'abord la construction, la mise en place des fondements d'un partenariat entre les acteurs anticorruption et la Commission nationale des droits de l'homme. Et ça répond d'ailleurs à ce que Koïta a dit, que la Commission a un rôle transversal.
c'est-à-dire qu'elle est présente un peu partout. Pourquoi? Parce que les droits humains sont présents partout. Partout, il y a les droits humains et partout, il faut les défendre, il faut les protéger. Et les 3 générations des droits de l'homme ne peuvent être protégées et défendues que s'il y a un système de bonne gouvernance, un système de transparence accrue, un système où la corruption est combattue. Parce que la négation de la corruption, c'est un régime, un système de bonne gouvernance, un système d'intégrité. Si on parle de la première génération des droits de l'homme, qui sont les droits civils et politiques, il faut combattre la corruption électorale pour que les prétendants, les candidats au poste électif se sentent à l'aise, ne se sentent pas floués, ne se sentent pas volés. Pour la deuxième génération, les droits économiques, sociaux et culturels, il faut garantir les services élémentaires, les besoins élémentaires des citoyens en matière économique, en matière sociale, en matière... Cela ne peut se faire que s'il y a une bonne gestion des ressources. Et si on parle de la troisième génération, qui est d'ailleurs propre à l'humanité et qui est aujourd'hui la plus grande préoccupation au niveau mondial, c'est assurer un environnement sain. C'est ça la troisième génération des droits de l'homme. Aujourd'hui, au moment même où nous parlons, l'Afrique est réunie au Kenya pour débattre des changements climatiques qui menacent la planète et donc menacent l'humanité. Et chez nous ici, si les fonds alloués à la lutte contre le changement climatique ne sont pas gérés rationnellement, il y a danger partout. Danger du côté de l'océan, danger du côté de la faune, de la flore, danger du côté du fleuve. Partout, nous avons des menaces climatiques réelles. Et si les moyens alloués à faire face à ces menaces climatiques, à renforcer notre résilience face à ces chocs-là, nous allons souffrir de ces changements climatiques. Bon, en dehors de cela aussi, il y avait un autre résultat, c'est que maintenant, plusieurs acteurs anticorruption se sont familiarisés davantage avec la Commission nationale des droits de l'homme, parce que dans le pays, il faut quand même essayer de combattre les barrières entre les institutions, les barrières entre les individus, les barrières entre les acteurs. Il faut créer un climat de synergie, un climat de solidarité, de coopération et de travail ensemble. Ça a été aussi bénéfique. Ça a été aussi bénéfique pour les acteurs qui ont pris connaissance de l'intérêt qu'accorde l'OIF, l'Organisation internationale francophone, et ses organisations affiliées, l'intérêt qu'ils accordent à ces deux thématiques, la thématique des droits de l'homme et la thématique de la lutte contre la corruption. Et ces deux thématiques sont d'actualité en Mauritanie parce que tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, on en parle. Soit pour mettre en exergue des succès réalisés, des efforts en cours, soit pour montrer leur côté néfaste, leur côté négatif. Nous vivons aujourd'hui cette préoccupation partagée, relative aux problématiques des droits humains et de la corruption en Mauritanie. On va faire un dernier tour de table. Monsieur Koïta. Face à l'initiative qui a été prise par les autorités
de clôturer l'enrôlement au 31 décembre 2023, la Commission nationale des droits de l'homme a pris l'initiative d'accompagner cette décision par la mise en place d'une cellule de coordination à l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés, et aussi par des campagnes de sensibilisation, notamment dans les localités les plus reculées où les gens n'arrivaient pas à s'enrôler comme il faut. Voilà. Je vous remercie. Je vous dis, ce sera le dernier mot. Oui, bon, le dernier mot, c'est qu'aujourd'hui, au moment où il y a la nécessité de conjuguer l'ensemble des efforts pour lutter contre ces fléaux de corruption, nous nous félicitons d'avoir pris contact, d'avoir construit des liens de partenariat avec de nouveaux partenaires, avec la Commission nationale des droits de l'homme et à travers elle avec l'OIF, en plus de nos partenaires classiques comme le PNUD ou la GIZ. Donc aujourd'hui, les organisations de la société civile intéressées par la problématique de la corruption peuvent élargir leur champ de partenariat, parce que la coopération, le partenariat apporte un grand appui, une grande assistance dans le domaine de la lutte contre la corruption. Nous désirons profiter non seulement de leurs moyens et de leurs ressources, mais surtout de leur expertise, de leurs bonnes pratiques, de leurs conseils, de leur accompagnement régulier pour mieux mener notre action, notre mission de lutter contre la corruption. C'est donc le mot de la fin. Je rappelle à mes chers téléspectateurs que j'avais eu le plaisir de recevoir sur le plateau de Zoom ce soir M. Cheikh Nakoita, qui est directeur de la promotion des droits humains à la CNDH, qui est la Commission nationale des droits de l'homme, et M. Mohamed Abdallahi Bildil, qui est président de l'Observatoire mauritanien de la lutte contre la corruption. C'est la fin donc de cette émission. Je souhaite à mes téléspectateurs une bonne suite d'émissions et de continuer de suivre Al Mauritania, avec le plaisir de vous retrouver très bientôt, Inch'Allah.